SWTV, Tombola Bilenge ya Congo. SWTV, ya Bilenge, Pona Bilenge ya Congo. SWTV, Kondola Boyebi ya Bilenge ya Congo. Espace 100% débat de jeunes. SWTV, le rendez-vous de toute la jeunesse. SWTV, ya Bilenge, Pona Bilenge ya Congo. Le travail consiste généralement à faire part des lacunes qu'on peut constater notamment au niveau de la législation, au niveau des mesures. Nous avons fait un travail de plaidoyer intense au niveau du gouvernement pour que la torture devienne une infraction. Parce que personne était arrêtée, avait été soumise, des personnes. Le travail que nous avons fait a consisté à dire aux autorités, mais vous avez ratifié la convention contre la torture. La torture est une infraction. Il est poursuivi. Il y a une loi qui a été adoptée et promulguée qui érige la torture en infraction. Ça, c'est un travail, c'est le résultat du travail que nous faisons en termes avant l'entrée en vigueur du statut de Rome, pour permettre à ce que les crimes commis avant cette période-là soient quand même poursuivis sur le plan national. Malheureusement, il y a eu un refus des autorités au niveau du Parlement. La loi a été soumise, mais a été rejetée au niveau du Parlement. Des mesures qui s'imposent pour essayer de corriger les lacunes qui existent, pour qu'à leur niveau, il puisse y avoir une impulsion afin que les auteurs de crimes graves soient poursuivis. Généralement aussi, on recourt aux autorités politiques lorsque nous sentons qu'au niveau du judiciaire, ça bloque. Vous savez que le ministère de la Justice a un pouvoir, a un droit de regard, même un droit d'injonction au niveau du parquet. Donc, si on sent que le parquet avec des autorités, dans une moindre mesure, on le fait aussi au niveau provincial, mais on a toujours un problème parce que nous avons des ministères provinciaux de la justice, mais qui en œuvre cette politique-là. Autre travail que nous faisons, c'est avec les travail de plaidoyer, m'assurer que certaines enquêtes sont en cours et qu'il n'y a pas d'interruption. Concrètement, comment nous faisons avec ces autorités-là? C'est-à-dire que nous nous assurons qu'au niveau de la justice, des mesures sont prises pour que les enquêtes soient meilleures. Ce n'est pas énorme, mais nous n'avons pas non plus de moyens énormes. Hein. C'est une enveloppe bien déterminée qui nous est allouée, avec lesquelles nous travaillons avec la justice. Et nous avons enregistré 853 condamnations contre les militaires des FARDC, 320 condamnations contre les éléments de la PNC et 125 condamnations des membres de groupes armés, essentiellement à Béni. Voilà. Et dans ce travail, nous avons plusieurs difficultés. La difficulté de poursuivre les membres de groupes armés, à Béni, ces gens entrent, ils opèrent et s'en vont. Comment les retrouver? Et si on en attrape quelques-uns après, est-ce qu'on est sûr que ceux qu'on a attrapés, ce sont ceux qui ont commis il y a 3, 4, 5 jours ou un mois ces exactions dans tel coin? C'est compliqué. Surtout, ils n'ont même pas de nom. Il s'appelle Cobra, il s'appelle Vipère, il s'appelle Black Mamba. Quel est son nom? S'il y en a 3 qui s'appellent Black Mamba, lequel est celui qui est visé? Une injonction du ministre de la Défense au nom de la force terrestre qui n'a jamais été appliquée. Pendant ce temps, on est déplacé, il fait 3 mois à Walikale, il fait 2 mois ici, on le dépassait pour qu'on le localise pas facilement. C'était vraiment une volonté de ne pas le livrer à la justice. Et finalement, on a appris à un certain nombre plus de demandes. Or, nos moyens n'ont pas vraiment évolué, pas beaucoup augmenté. Donc, il y a une sorte les moyens sont insuffisants au regard de la demande actuelle. Et avec la loi de 2013 sur les juridictions de l'ordre judiciaire qui donne une compétence au cours d'un. Alors, je vais juste dire un tout dernier mot sur ce que nous appelons aujourd'hui l'état prioritaire. L'état prioritaire, c'est quoi? C'est-à-dire que nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont en instruction, mais qui n'évoluent pas beaucoup. Mais qui des dossiers assez importants. Nous avons fait une réunion avec les. On sait pas encore que c'était des armes en bois, mais pour eux c'était des armes. Pour une fois, l'autre fois, c'était vraiment des gens armés de couteaux, d'armes blanches qui nous ont arrêtés. Et heureusement pour nous, on a pu négocier, discuter avec eux, ils nous ont laissé passer. Voilà. Donc, il y a eu des crimes au Kasaï. Et vous savez qu'avec le Conseil des droits de l'homme a mis sur pied une équipe technique qui aide les gouvernements dans plusieurs points, dans le Kasaï central, un peu dans le Kasaï. Donc, Kasaï, c'est le chef de Chikapa, Kasaï central, c'est le chef de Canada. Il y a des enquêtes qui sont menées. Nous pensons que derrière ça, donc, les poursuites
poursuite contre les crimes commis pendant cette période-là. Alors, pour finir, il y a un tribunal à tel endroit, mais quand vous y allez, il y a juste un bâtiment vieux, détruit, la nature a compris ses droits. Il n'y a plus jamais de magistrats depuis 20 ans. Il y a des coins du pays où les justiciers doivent faire 300 km pour trouver un juge compétent. C'est pas possible. Il faut absolument qu'on installe les cours de tribunaux partout. Il y a eu une discussion dans ce sens-là à l'État général de la justice et ainsi que dans le programme national. Donc, ça va avoir une incidence sur le budget. Un autre problème incroyable auquel nous avons, c'est que bien souvent, on sent que derrière certaines décisions, l'augmentation du budget alloué aux cours de tribunaux, au Conseil supérieur de la magistrature, et dans ces budgets, nous voulons qu'il y ait une rubrique spéciale pour les audiences foraines. Le pays est tellement vaste qu'il faut absolument des audiences foraines. Je sais que ce n'est pas facile de battre la MONUSCO au Congo, parce que la gravité de la crise demande parfois que la MONUSCO fasse plus de ce qu'a attendu d'elle. Audrey Zarais, qui a dit lors d'une évaluation aux États-Unis que les forces des Nations Unies n'ont pas vocation à prendre la place du gouvernement. Vous n'avez qu'un rôle d'accompagnement. Je vous pose la première question. Vous y avez répondu, mais j'aurais voulu qu'elle vienne en résumé de votre intervention. Comment évaluez-vous la collaboration ou la disposition de l'État congolais de lutter contre l'impunité en se servant de l'accompagnement que vous lui apportez? Est-ce que la tâche vous est facile? Ou vous sentez que le gouvernement lui-même entretient et protège l'impunité? Deuxième élément, si vous avez été associé à revoir votre accord de siège, quelles prérogatives auriez-vous voulu avoir additionnées à ce qui existe pour que votre action soit assez efficace? Ok, nous allons passer à la... dans la mesure où les enquêtes sont illimitées. Est-ce que cela n'est pas une autre difficulté qui nous permette... Nous tenons vraiment à vous féliciter pour les efforts fournis dans un environnement qui, je pense, ne sont pas exhaustifs, n'avaient pas fait conscience de ce même régime, de savoir si c'était en train de faire. Ok. Entre guillemets nationaliste, en disant que ça serait faire un jeu aux magistrats congolais que de créer des chambres mixtes avec des magistrats qui font une des raisons. Je ne dis pas que c'est ça là, forcément vrai. Donc, nous pensons que la loi de 2013 a apporté une petite réponse, dans le sens qu'il y a les cours d'appel maintenant qui sont compétentes et qui peuvent juger, mais la réflexion est toujours en cours. Je n'ai pas voulu revenir là-dessus parce que c'est quelque chose qui se discute dans... Est-ce que ça vaut la peine de revenir là-dessus? Est-ce que c'est vraiment la réponse appropriée? Je dois avouer que le débat est ouvert et peut-être j'ai préféré ne pas revenir là-dessus. La question liée à la corruption, oui, l'impunité et corruption, deux faces à la même médaille, vous avez amplement raison. Mais comme vous le voyez, nous travaillons beaucoup plus pour que les actions commises soient sanctionnées. Et nous sommes conscients que quelquefois, la question de la corruption est un frein. Mais les mêmes partenaires étant ceux à qui nous demandons de... c'est un problème ce n'est pas nous qui le disons, les rapports le disent, le chef de l'État lui-même le dit. Il y a un problème de corruption qui gangrène non seulement la justice, mais qui gangrène toute la société, qui gangrène l'administration. Donc c'est un problème, c'est un frein à la lutte contre l'impunité. Et je pense que si on veut aborder la question de la lutte contre l'impunité, il faut absolument aussi voir la question de la corruption qui est aussi un obstacle majeur. Donc nous ne travaillons pas essentiellement sur la corruption, et nous pensons que c'est un élément sur lequel il faut travailler dans le cadre global de la réforme de la justice notamment. Il y a la question sur l'implication de la population ou la redevabilité des autorités par rapport à l'impunité. Ici, qui est-ce qu'on entend? C'est vrai que quelquefois, nous avons une équipe de protection qui peut aller plus tôt pour essayer de regrouper les victimes, de rechercher les victimes et tout ça. Mais il y a un vrai travail de collaboration qui s'est fait, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il y a un vrai travail. D'abord, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas partout. Et les informations que nous avons sur les violations, généralement, elles nous viennent des ONG, des sociétés, des organes, des partenaires qui sont sur terrain.
Mais la stratégie d'une enquête, ce ne dépend pas de nous, ça dépend du magistrat qui mène l'enquête. C'est à lui de décider qui peut écouter, qui ne va pas écouter. Après avoir écouté tout le monde, quel témoignage sera écarté, quel témoignage sera maintenu jusqu'à la fin. Donc ça, c'est vraiment une stratégie. Il faut pousser pour avoir cette autorité. Il faut pousser pour avoir cette affaire. Pour avoir, si on pouvait avoir des statistiques des condamnations, vous vous rendrez compte que des rapports qui mettent en cause les officiers au gradé. Les officiers supérieurs, très peu d'entre eux sont passés devant. Cette lutte reste engagée demain. Nous pensons que les organisateurs de cette réunion ont la raison de le faire parce que le moment où on se retrouve maintenant, c'est le moment où il y a l'alternance. Hier, nous n'avions pas la volonté politique de lutter contre l'impunité. Nous estimons que les autorités actuelles ont cette volonté politique d'accompagner notre communauté et l'ensemble de ces institutions dans la lutte contre l'impunité. C'est l'une des raisons d'ailleurs que j'ai, au nom du comité laïque de coordination, accepté cette invitation sur cette question de la lutte contre l'impunité. Je ne saurais pas vous donner un discours aussi structuré, académique, mais je vais vous parler de 3 mots. Je vais vous faire un petit aperçu de l'historique du comité laïque de coordination. Vraiment un bref, je ne saurais parler dans le détail, et puis je pourrais vous faire un petit tableau qui me paraît très sombre de la lutte contre l'impunité dans notre société, et puis peut-être que je ferai des recommandations que je vais suggérer au débat. Et comme la parenthèse reste ouverte, nous allons continuer à la discuter pour voir dans quelle mesure ça doit devenir vraiment une réalité dans notre pays. Nous ne pouvons pas justifier ce travail alors que nous avons la possibilité de lutter contre cela. Comme vous le savez, le comité laïque de coordination, beaucoup d'entre vous le savent, j'ai vu même dans la salle des acteurs essentiels qui ont travaillé sur ces questions. C'est depuis 1992 que ce comité laïque de coordination fonctionnait. Le rescapé qui est vivant, Pierre Lumbi, il est encore vivant. Ça fait partie des acteurs essentiels. Encore la Saint-Sylvestre, vous savez ce qui se passait, l'accord a été appliqué de façon sélective. Le pays se retrouve encore face à une même situation difficile, l'impasse. Il fallait qu'on pense comment faire. Encore une fois, les laïcs vont se mettre debout. Vous le verrez debout. Suite à l'appel des évêques du 24 juin 2016, où il estimait que le pays allait mal, que les gens devaient se mettre debout pour sauver le pays. C'est cet appel-là que l'actuel comité a répondu à cet appel, s'inspirant de ce qui s'était passé dans le passé pour que finalement on revienne à la raison pour voir comment l'accord devrait être appliqué avec 3 missions essentielles. Le comité laïque à l'époque, ils se sont focalisés sur les mesures de décrispation qui étaient dans l'accord, qui souffraient d'application. Aussi sur qu'on ne pouvait pas toucher à la Constitution de la République et que le 3e mandat était possible pour le comité laïque de coordination. Toute notre lutte était autour de cela. C'est comme ça que vous avez vu tout ce que vous savez du comité laïque de coordination à l'époque. Les impulsions sont parties de là. Déjà, lorsqu'on voit dans le temps, on constate qu'il y a déjà, à ce niveau-là, cette volonté-là de lutter contre l'arbitraire et l'impunité dans notre société. Les dirigeants en place n'ont pas cette volonté suffisante pour nous accompagner à ce changement, quoi, la communauté aspirée. Voilà un peu, d'une façon ramassée, la petite histoire, c'est vaste. Je crois que le professeur d'ailleurs, il a tenté d'écrire un livre là-dessus, d'ici frère de l'année. C'est possible que vous ayez un document outillé qui rappelle l'histoire du comité laïque et ce qu'il a fait et ce qu'il est encore en train de penser de le faire. Où on entretient des manières qui ne sont pas démocratiques pour faire gouverner l'appareil judiciaire. Donc, déjà à ce niveau, il y a une inquiétude. L'instrumentalisation, l'immixtion des politiques dans le dispositif judiciaire. Nicole Kavira, je suis porte-parole d'une structure qu'on appelle Coordination de la jeunesse Nambé de Kinshasa. Nous sommes des bénis et des libéraux. Nous luttons pour le retour de la paix là-bas. Je m'excuse, je suis arrivée en retard.
mais j'ai quand même suivi vers la fin de votre exposé et je vous remercie beaucoup. Je voudrais savoir, cette lutte ici contre l'impunité par les CLC, ça se limite seulement au niveau de nos autorités établies ou les rebelles qui sont en train de tuer aussi là-bas ne méritent pas d'être impliqués dans ça. Parce que ça fait plus de... Je ne sais même pas combien des années ça a commencé. L'insécurité à l'est du pays. Et jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a plus de 152 mouvements rebelles là-bas. J'ai même appris qu'il y a des islamistes. Je ne sais pas si c'est vrai. Et maintenant, cette lutte se limite seulement au niveau de nos autorités ici, ou bien le CLC va voir aussi comment voir du côté de ces rebelles qui ont pris leur fief là-bas et ne savent plus laisser la population vaquer à ses occupations. Merci beaucoup. Monsieur. Tout ce que nous faisons est discuté et même organisé à un certain niveau. Et il y a des choses que les gens peuvent faire. Est-ce que l'interdiction, nous sommes dans un régime d'information? Qui a violé la loi? Est-ce que c'est le comité laïque ou c'est l'autorité? C'est là le problème. C'est lui qui viole la loi, c'est l'autorité. Il doit répondre pourquoi il a violé la loi. Il ne faut pas poser les choses dans des termes tels que c'est comme si nous, on doit se résigner sur nos droits. On n'a pas le droit de nous résigner sur nos droits. C'est lui qui avait le moyen de protéger les personnes, leurs biens, et c'est lui qui a mené la mort. Il doit répondre. Le comité reste un mouvement non violent. Nous n'avions pas les armes, mais on nous a tués avec les armes. Nous sommes revenus ces armes et qui a donné l'ordre? C'est ça la lutte contre l'impunité. Ce n'est pas se résigner sur ses droits parce qu'il y a une autorité qui veut marcher sur vos droits. Sinon, personne ne saura respecter les droits dans ce pays. Voilà pourquoi on s'est levé ensemble pour qu'on dise non à cette imposture-là. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur cette question. C'est pourquoi j'ai dit si l'ensemble du pays. Le problème d'impunité, ce n'est pas seulement au niveau des autorités, c'est aussi ce problème-là des rebelles, des gens qui se lèvent un matin, prennent des kalachnikovs, ils se déclarent, sont devenus des rebelles ou bien des gens comme ça. Cette lutte-là doit s'intensifier à tous les niveaux où les Congolais ont besoin de cela. Mais nous estimons, pour rejoindre la suggestion de mon frère tout à l'heure, seul on ne pourra pas le faire. On ne le fera jamais seul. C'est une synergie de beaucoup de gens, de beaucoup d'énergie, de beaucoup de travail en synergie, ça aura plus d'impact. Donc la lutte peut s'intensifier, pas seulement à Kinshasa, mais aussi au niveau de l'ensemble de tout le pays. L'ensemble de tout le pays. Je vous informe, actuellement nous sommes en consultation avec tous nos points focaux de la République. C'est juste pour inscrire tout ça dans l'agenda du travail que nous allons faire. Et le débat où j'étais, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'au-delà. On peut aller jusqu'au-delà. Ça, c'était une suggestion, la dernière partie, et je fais mienne la suggestion. Rassurez-vous, nous prendrons contact, nous devons travailler ensemble pour la réforme de l'appareil judiciaire de notre pays, qui a fait la honte, même s'il y a des magistrats importants, ça fait la honte pour se faire instrumentaliser, alors qu'il y avait possibilité de nous faire des décisions, des arrêts justes. Et là, nous sommes dans un... Nous avons honte de parler avec nos collègues d'autres pays à cause du comportement de nos juges. Ils disent, mais chez vous, est-ce que nous, on a des leçons à les donner encore? Et là, alors il faut redorer l'image du pays par la synergie. Voilà. Ok, encore pour une fois. Merci les organisateurs pour m'inviter à participer aujourd'hui au nom de l'ambassade du Canada en RDC. Depuis trop longtemps, l'impunité, le silence et la stigmatisation ont permis à la violence contre les femmes de s'aggraver jusqu'à atteindre des proportions de pandémie. Une femme sur 3 dans le monde subit des violences basées sur le genre. La violence à l'égard des femmes et des filles se produit dans tous les pays et toutes les sociétés, y compris dans les situations de conflit, à la maison, à l'école, dans la rue, au travail, sur l'Internet et dans les camps de réfugiés. Trop souvent, la violence à l'égard des femmes et des filles est normalisée et reste impunie. Les sur les individus, les familles et les communautés. Les effets de cette violence peuvent être durables et affecter profondément de nombreux aspects de la vie d'une personne. En RDC, les violences sexuelles sont commises sur les femmes et les filles à travers tout le pays. Les victimes sont essentiellement plus de 95% du sexe féminin et près de la moitié, 48%, d'entre elles sont des mineurs.
Mais cela dit, les hommes de violences sexuelles et de violences fondées sur le genre que subissent les femmes ont le pouvoir des femmes et des filles. Et aussi, plus spécifiquement, dans la lutte contre les services multisectoriels, où les survivants des violences basées sur le genre peuvent accéder à des services médicaux, psychosociaux, juridiques et de réinsertion socio-économique et réscolarisation. Et ce, selon une approche communautaire. De plus, le focus porte également vers le changement d'attitude et des normes sociaux respectant l'égalité des sexes et le renforcement de la participation des femmes et des filles dans la prise des décisions. Aussi, le Canada vient tout juste de clôturer un projet avec l'ONG Trial International de violences sexuelles et basées sur le genre dans la région des Grands Lacs, y compris la RDC. Trial International aide les acteurs juridiques et les gens en matière d'enquête et de poursuite des crimes internationaux. En ce qui concerne les crimes de violence sexuelle liés au conflit, la formation s'appuyait sur les meilleures pratiques énoncées dans le protocole international sur la documentation et les enquêtes sur les violences sexuelles en situation de conflit et permettait aux participants de renforcer leurs compétences, interroger les victimes de violences. Mesdames et messieurs, chers invités, la violence basée sur le genre est inacceptable. Le Canada est déterminé à prévenir la violence sexuelle et à protéger les droits fondamentaux des femmes et des filles, notamment travailler ensemble pour lutter contre ce type de violence et faire en sorte que ceux qui commettent des actes de violence à l'égard des femmes et des filles soient traduits en justice. Je vous remercie. Le Canada prend en compte aussi ou bien il contribue dans cette lutte en appuyant par exemple l'hôpital de Panzi du docteur Denis Mukwege, parce que nous voyons qu'il prend en charge les femmes victimes des violences faites à la femme, et pas seulement par rapport au mouvement rebelle. Je voudrais comprendre qu'est-ce que le Canada fait exactement à travers ses partenaires pour soutenir ces femmes, ou bien pour faire cesser peut-être la guerre, pour empêcher que la violence continue. Merci. La psychologique coûte beaucoup, parce qu'une femme violée, je parle en tant qu'un expert, une femme violée, bien qu'on peut les traiter, mais ça reste psychologiquement toute sa vie, elle est détruite. Pourquoi on ne tient pas compte de la réparation psychologique? C'est un peu ça. En termes de la situation, nous soulevons la question des violences basées sur le genre, souvent avec tous nos partenaires, soit l'RDC, soit nos partenaires bilatéraux, multilatéraux. En effet, c'est une des choses que le Canada parle le plus souvent, soit au soulèvement. Si j'ai bien compris la troisième question, par les compétences psychologiques, le traitement psychologique, en effet, les One-Stop Center dont j'ai parlé, ça fait un parti. C'est non seulement le traitement physique, mais les victimes ont accès à des programmes juridiques pour les aider s'ils veulent poursuivre ou même sinon, mais aussi à des ressources psychologiques pour aider leur capacité mentale de survivre ce type de violence. Alors, l'idée, c'est un programme holistique pour traiter toute la personne, toute la situation et non seulement une partie de la situation. Merci. Dans le contexte actuel, le niveau des discussions est mis à un niveau très élevé et la société civile est en perte de vitesse. Ça, c'est mon jugement. Comment je le justifie? Nous avons travaillé ensemble avec vous. Comité de coordination, les ONG, les mouvements citoyens et tout ça, c'était pour contrer que le régime de l'ancien président ne puisse pas revoir la Constitution, ne puisse pas revoir la loi électorale, ne puisse pas avoir un troisième mandat, ne puisse pas. Mais ce que la société civile n'avait pas vu, c'est que le politicien avait une capacité intellectuelle élevée à telle enseigne qu'aujourd'hui, nous avons dit que nous avons changé de régime,
Mais nous avons eu encore des élections avec les mêmes dirigeants qui sont revenus aux affaires. Quelle est la position de la société civile par rapport à ça? C'est là que je vous invite à vous élever aussi intellectuellement. Parce que, avant, il y a des organisations internationales, toutes internationales, qui ont la maîtrise de la RDC. Ce sont elles qui donnent des statistiques. C'est le nombre de victimes, des viols, des morts, des ceci, des cela. Mais les organisations nationales n'ont pas cette capacité. Alors nous allons parler sur quelle base? Nous allons parler de plaidoyer. Quel est le plaidoyer que nous allons faire si nous ne maîtrisons pas la situation de chez nous? Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'impunité zéro. L'impunité de quoi? On parle de l'impunité des crimes graves, comme on l'a défini ici, et mon prédécesseur avait parlé des 3 crimes ordinaires, mais parce que ce sont là les crimes de sang qui choquent quand on entend parler des viols, des meurtres, des génocides, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Les gens sont choqués parce qu'ils voient le sang. Mais cependant, ce groupe de l'impunité zéro, dans son approche, vous avez vu même sur leur pancarte, ils ont mis le signe de corruption, c'est l'argent. Effectivement, on parle aussi des crimes économiques, intellectuels, d'analyser les crimes économiques et donc désigner réellement les poursuivre sur base de données fiables. C'est la question sur laquelle vous allez réfléchir et à laquelle vous allez répondre. Parce que tu me la mer. Mais comment nous pouvons en arriver là? Alors la troisième question, c'est la corruption même. Des fois, quand nous sommes dans les conférences, on parle de réforme de la justice, on parle de corruption des magistrats. Toutes les grandes organisations qui existent, y compris l'État. L'État, c'est l'émanation de la société civile. L'État, c'est la société civile à un niveau très élevé d'organisation, bien sûr, c'est-à-dire avec des lois, des principes, des institutions. Et là, j'aimerais revenir sur ce que Maître Tshisoaka disait tout à l'heure. Notre responsabilité de société civile, l'État étant notre émanation, si l'État ne fonctionne pas bien, n'arrive pas à répondre à ses missions, sa mission principale, c'est de faire que le souverain primaire vive bien et le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions, qu'il soit heureux. C'est ça la mission de l'État. Et les institutions qui animent l'État sont l'émanation directe de notre peuple, parce que c'est nous qui envoyons nos délégués à travers des principes qui sont établis. Aujourd'hui, on passe par la CENI, par les législatures, à travers les élections, et nous y envoyons les meilleurs de notre société, les gens que nous pensons qu'ils sont mieux outillés. Une fois dans les institutions, ils vont bien travailler, ils vont rendre ces institutions performantes, et ainsi l'État dans son ensemble sera aussi performant et prompt à pouvoir répondre aux besoins pour lesquels il existe. Ce sont des missions régaliennes. La société civile englobe tout ça. Et lorsque l'État ne fonctionne pas bien, c'est-à-dire ne peut plus répondre aux besoins pour lesquels il existe, il incombe à la société civile de réformer l'État. Et si nous, acteurs de la société civile, nous ne nous plaçons pas à cette dimension, c'est-à-dire si nous ne nous affranchissons pas, donc nous ne pouvons pas sauver ce pays, nous ne pouvons pas réformer l'État. Si nous demeurons complexés face aux acteurs politiques, donc nous n'avons pas compris notre mission, nous n'avons pas compris le rôle, nous n'avons pas compris ce que c'est la société civile. Nous étions, comment est-ce que nous étions, voilà comment est-ce que nous étions unis quand on a appris la mort de Rossi. À récupération pour les autres, pour se faire des économies. Mais en quelque sorte, nous étions quand même unis. Moi, j'étais à l'année quand j'ai appris la mort de Rossi Timanga. J'ai initié des actions contre Caleb qui doit aller en prison parce que nous allons travailler pour ça. Il a des crimes qui doivent répondre à ces gens-là.
Vous avez un Karim qui a tué aussi, qui est connu de tout le monde, mais vous croisez les bras. Vous courez derrière les gens pour faire en fait de l'argent en initiant des actes. Initier des actes. Mais la conférence, elle est capitale. Le collectif de la dynamique de l'impunité, de lutte contre l'impunité a organisé cette conférence. Nous avons répondu parce que nous estimons que la lutte contre l'impunité dans notre pays, dans les différents domaines et secteurs de la vie nationale, doit être engagée immédiatement, qu'il y a la volonté politique. Alors, nous sommes là pour réfléchir quelles sont les pistes possibles de nous amener à voir la lutte contre l'impunité dans l'agenda d'abord de la population et des dirigeants. Donc, nous estimons que c'est une conférence qui se pose, qui tombe à point nommé pour accompagner la communauté dans cette dynamique de lutte contre l'impunité. Nous sommes dans une société où l'arbitraire fonctionne à la place de la raison. Donc il faudra qu'on se saisisse très vite pour qu'on puisse aménager, assainir l'environnement pour que la lutte contre l'impunité dans notre société soit une réalité. Voilà pourquoi nous, au niveau des comités de coordination dont je suis porte-parole et puis au niveau même de la nouvelle société civile dont je suis le coordonnateur, nous sommes venus répondre pour marquer notre engagement sur cette question qui est une priorité d'ailleurs pour notre société. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre dans cette lutte? Ben, ce que nous pouvons attendre à ce moment précis, c'est d'abord que les débats se poursuivent, que la réflexion se poursuive. Il y aura des recommandations, mais nous avons donné à l'assistance quelques recommandations. Nous leur avons dit qu'il faut des réformes du système judiciaire de notre pays. Le système judiciaire de notre pays n'est pas au niveau n'arrive pas à répondre aux attentes de la communauté. Il faut des réformes, il faut installer les cours et tribunaux à travers la République sur l'ensemble du pays. Il faut sensibiliser la population sur les lois essentielles qui reconnaissent ses droits et ses libertés, de telle manière que la lutte contre l'impunité ne soit pas seulement au niveau des textes, que ça devienne une réalité. La corruption qui est devenue un sport national, l'arbitraire, les arrestations arbitraires, les fausses communes, les tueries et massacres qui restent impunis, c'est une société comme cela, ça ne peut pas fonctionner. Voilà pourquoi nous avons recommandé d'abord la redynamisation de l'appareil judiciaire par la réforme, l'installation des cours de tribunaux et doter ces cours de tribunaux de moyens conséquents pour qu'ils soient au niveau de répondre aux attentes de la communauté. Quel rapport de la société civile dans cette lutte? Ben, dans cette lutte, d'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, la conférence est organisée par la société civile. Ça montre déjà l'intérêt que la société civile accorde. Et si nous avons accepté de venir, c'est un indicateur fort qui montre que nous sommes engagés dans cette dynamique pour éveiller l'attention des décideurs sur cette question essentielle. Sans quoi, nous n'aurons pas développé notre pays et la paix sera tout le temps troublée à cause des gens qui estiment qu'ils sont des intouchables. Voilà pourquoi la société civile est là pour sensibiliser et même éveiller la conscience des décideurs sur ces questions essentielles de lutte contre l'impunité. Nous lançons l'appel aux décideurs de la République de faire de cette lutte contre l'impunité son cheval de bataille. Le socle du développement de ce pays passe par la lutte contre l'impunité. Les gens qui détournent doivent être devant la loi. Les gens qui mettent les autres en prison arbitrairement doivent être mis en loi. C'est pour cette raison que nous savons saluer les mesures du chef de l'État. Lorsqu'il a pu lorsqu'il a pris les mesures de décrispation, les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion qui ont été arrêtés ont été relaxés et qu'il s'engage maintenant pour rétablir la sécurité à l'est de la République. Mais ça ne doit pas aller jusqu'à ce niveau. Il faut aussi que ceux qui n'ont pas agi, pourquoi ils n'ont pas agi et que la loi les sera appliquée. Merci beaucoup. C'est moi qui vous dis merci. Bonne journée. Merci. Oui, cette conférence est très importante parce qu'elle fait partie d'un mécanisme de sensibilisation de la population et dans la lutte contre l'impunité. Nous sommes en train de suivre le chef de l'État, le président Tshisekedi, dire chaque fois qu'il va sanctionner, il lutte contre l'impunité, il va lutter contre la corruption. Alors il faudrait que la population ne puisse pas attendre, mais qu'elle puisse déjà sensibiliser les masses, de sorte que nous ne puissions pas avoir des dirigeants trop impliqués dans la corruption et dans l'impunité des crimes graves et des crimes économiques. Qu'est-ce que vous reprochez à la société civile pour la lutte contre l'impunité? Pour l'instant, notre intervention était sur la remise en cause de la société civile. Il faudrait qu'elle puisse adapter ses stratégies par rapport au contexte politique actuel. Vous savez que depuis
janvier 2019, nous avons un nouveau président de la République et nous sommes en train d'assister à l'implantation des nouvelles institutions publiques. Alors il faudrait que la société civile aussi puisse vite adapter ses stratégies. L'année passée, c'était la lutte pour des élections. Cette fois-ci, nous avons des élections. Il faudrait qu'elles soient en mesure de gérer différentes libertés civiles et politiques afin que les actuels dirigeants soient beaucoup plus redevables que les dirigeants du régime passé. Vous avez relevé la question de la responsabilité des citoyens congolais. Alors, quels sont les mécanismes pour que ces citoyens, au moins, prennent conscience de la responsabilité qu'il a? Le plus grand mécanisme, c'est le quatrième pouvoir que nous avons dans ce pays. J'ai aussi donné l'exemple de Radio Top Congo avec son émission de redevabilité. Là, ils sont même passés au-delà de la sensibilisation. Ils demandent la redevabilité des dirigeants. Le fait d'aller chez des dirigeants et poser des questions, ça c'est une très bonne chose. Alors j'encourage beaucoup pour que les médias puissent agir, puissent jouer leur rôle de demander, poser des questions très difficiles aux dirigeants. Et le chef de l'État a ouvert une très grande porte. Vous m'avez entendu dire dans la salle qu'il faudrait que les citoyens viennent avec des solutions au lieu d'attendre que le chef de l'État puisse tout dire. La question c'était quoi? N'attendez pas assez que la République fasse des choses pour vous, mais vous devez tout faire pour que vous puissiez vous retrouver dans les solutions de la République. Soyez les changements que vous voulez voir, comme disait Mandela. Il y a les acteurs de la société civile, il y a les mouvements citoyens. Certains d'entre eux sont toujours arrêtés, alors que le chef de l'État a récusé le fait de... Oui, absolument. Quand vous avez des gens qui sont arrêtés injustement, il faudrait se mobiliser et avoir des dossiers, aller vers les personnes qui les ont arrêtés. Si vous trouvez que vous n'avez pas trouvé des solutions, dans cette ville de Kinshasa, il y a des très bonnes ONG spécialisées dans ces domaines, ils peuvent vraiment vous aider. Si avec les ONG, vous n'avez pas de solutions, venez vers les autorités et vont vous aider. Parce que je dois vous assurer que cette fois-ci, nous avons une opportunité là, c'est l'ouverture. L'économie de votre exposé sur l'action que doit mener la société civile et l'état des lieux de la société civile. Écoutez, aujourd'hui, nous nous sommes efforcés à prendre sur nous les remarques qui nous ont été faites concernant la responsabilité de la société civile dans ce que le pays ou la nation connaît en ce qui concerne l'impunité. Oui, nous nous sommes attelés à démontrer que réellement la société civile a cette responsabilité et que le problème se situe au niveau du manque de compréhension. Très souvent, les acteurs de la société civile ne comprennent pas leur mission et ils n'appréhendent pas judicieusement ce que c'est la société civile. La participation, la co-responsabilité et le partenariat. Et c'est ce qui fait que la société civile à ce moment-là incarne la nation et l'État en est l'émanation. L'État, c'est la société civile à un niveau très élevé d'organisation, c'est-à-dire avec les institutions. Qui animent les institutions? Ce sont les membres de la société civile qui obtiennent les mandats, c'est-à-dire tous on ne peut pas diriger. Et l'État, c'est notre volonté commune. Alors, nous désignons les meilleurs d'entre nous qui entrent dans les institutions pour les performer, qui font que les institutions soient performantes afin de répondre à la mission de l'État, qui est de nous rendre heureux, de nous permettre de mener une vie la plus longue possible et de meilleure qualité. Et nous, chaque fois, nous avons démissionné du rôle que nous devions jouer. Et c'est ainsi que nous nous sommes rendus compte de la supercherie bien en retard. C'est ce qui est à la base du fait que lorsqu'il fallait maintenant résoudre ce genre de problèmes, l'impunité s'est installée parce que c'est les belligérants, lorsqu'ils se mettent autour de la table, qui travaillent pour préserver d'abord leurs propres intérêts. Et ils oublient qu'ils ont entraîné dans leur conflit des meurtres, des tueries à grande échelle, des millions de Congolais qui sont morts. Cette responsabilité devrait être aussi portée par la communauté internationale. Il y a le rapport Mapping qui a pris en charge. Les enquêtes ont été menées sur la période allant de 1999 à 2003 et ont été publiées donc au mois d'août 2010.
et ont mis en exergue 617 dossiers très documentés avec preuves à l'appui et des personnes citées. Mais curieusement, le gouvernement de l'époque n'avait pas jugé bon de lancer des poursuites contre tous ces gens-là. Et aujourd'hui, la société civile a, par devers, elle, cette charge, cette responsabilité. Tous les enfants dont les parents ont été décimés dans ce conflit. Qu'allons-nous leur dire? L'impunité, nous avons donné des propositions ici. Ici, j'aimerais également souligner que la société civile, nous sommes en train de nous remettre en cause, d'abord. En sorte que la société civile puisse mériter de la confiance de la population et apporter des réponses que le peuple dans son ensemble attend. Bon, comment y mettre fin? C'est un travail qui implique beaucoup d'acteurs à différents niveaux. Et nous pensons en premier lieu la famille. Nous pensons aussi les institutionnels. Et ça, c'est un travail qui doit se faire sur le plan culturel. Bon, vous savez, je pense que dans le silence de la population, dans le silence de la nation, il était question de réfléchir autour des perspectives. Parce que, vous savez, les citoyens sont endormis, pensent que le problème a été résolu. Or, dès lors, le problème n'est pas encore résolu, pendant que vous avez les mêmes personnes qui ont assemblé le pays, qui sont toujours dans les affaires. Il faudrait maintenant pour nous organiser, voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Parce que la menace qui peut sur notre peuple est plus vaste que nos ambitions. Il fallait éveiller la conscience des citoyens, leur montrer qu'aujourd'hui, le problème c'est l'impunité. Parce que si nous ne luttons pas contre l'impunité aujourd'hui, c'est-à-dire quoi? C'est l'équipe gouvernementale qui va entrer, va commettre encore des abus. Pourquoi? Parce qu'avec le principe, ceux qui étaient là, on avait violé, où ils sont. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait d'eux. Raison pour laquelle il faut réfléchir autour de ça et engager une lutte contre l'impunité qui consiste à préconiser en fait l'impunité dans l'avenir et aussi à démontrer ou à montrer à ceux qui ont commis des crimes qu'ils ne peuvent pas être au-dessus de la loi. À la société civile, le besoin de l'unité. La société civile doit être unie.